Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space. Au programme, cette semaine, le Colactu avec exceptionnellement aujourd'hui une rencontre, celle du fondateur de la société Gamma qui vient d'envoyer son prototype de voile solaire dans l'espace. C'est la première fois qu'une société privée européenne envoie un tel prototype dans le vide spatial. Et puis, votre séquence, le Space Talk avec toujours à l'honneur les startups. Nous recevrons Bertrand Marquet et Pierre-José Billotte, deux acteurs qui mènent de front le chantier pour structurer et soutenir l'émergence du New Space français. Voilà pour le programme, le Colactu, le Space Talk, on démarre sur Bismart. Une voile solaire pour explorer l'espace profond, c'est le projet de la start-up Gamma dont on parle aujourd'hui. Nous recevons Louis de Gouillon-Matignon en plateau. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Smart Space. Bonjour madame, merci beaucoup. Alors vous étiez dans le Colactu il y a quelques semaines dans Smart Space car Gamma a envoyé pour la toute première fois l'un de ses prototypes de voile solaire dans l'espace sous la forme d'abord d'un satellite évidemment. C'était le 3 janvier dernier à bord de Falcon 9 de SpaceX. Ça a fait de Gamma la toute première société privée européenne à envoyer dans l'espace un prototype de voile solaire. C'est quand même quelque chose pour une toute jeune start-up comme Gamma. Où en est le prototype aujourd'hui? Est-ce que tout est nominal comme on dit? Tout est nominal, merci de demander. Le satellite aujourd'hui orbite à une altitude de 538 km au-dessus de la Terre, à une vitesse d'à peu près 28 000 km/h. C'est la vitesse de satellisation. Et nous avons reçu ce qu'on appelle les premières recettes en vol, c'est-à-dire que nous avons établi les premières télécommunications avec le prototype, donc avec cette voile solaire qui est encore à l'état plié. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est une boîte qui orbite autour de la Terre, que nous allons actionner dans quelques semaines, quelques mois, de telle manière à ce qu'on puisse avoir une gigantesque voile, 75 mètres carrés, qui soit déployée depuis ce petit satellite qui fait la taille d'une boîte à chaussures qui pèse à peu près 11-12 kg. C'est presque aussi impressionnant que quand on a vu se déployer le satellite, le télescope James Webb en fait. Donc là, l'idée c'est quoi? De quoi c'est composé une voile solaire? C'est assez intéressant que vous fassiez le parallèle avec James Webb puisque c'est la société américaine qui nous a fourni le matériau pour fabriquer la voile, qui a également construit les espèces de panneaux qui vont venir protéger James Webb d'un certain rayonnement, le rayonnement infrarouge. Et en fait, une voile solaire, c'est vraiment un dispositif de propulsion. C'est pas du tout un panneau solaire comme on peut le penser, ou c'est pas du tout une antenne gigantesque qui pourrait être déployée depuis l'orbite basse ou même depuis plus loin. C'est vraiment un système de propulsion. Donc la voile solaire, c'est quoi? C'est comment est-ce qu'on va réussir à déployer une super grande surface dans l'espace qui va venir réfléchir la lumière, et en réfléchissant la lumière, l'objet spatial va être impacté par les photons, et donc une accélération va être imprimée à notre objet spatial, ce qui va nous permettre in fine de pouvoir transporter nos charges utiles d'un point A à un point B. Donc l'objectif, c'est on embarque des instruments scientifiques que l'on va vendre à des agences spatiales, à des fonds d'investissement, à des centres de recherche, et nous allons ensuite prendre ces différents instruments et les amener jusque Mars, Vénus, jusque certains astéroïdes ou même le système solaire externe à partir de Jupiter. Alors j'aimerais quand même qu'on s'attarde sur le fonctionnement parce que ça paraît très lointain, si je puis me permettre cette analogie, pour le commun des mortels, de comprendre comment cette voile va avancer dans l'espace. Il n'y a pas d'air, ça paraît évident. Donc ces photons, ils vont venir d'où? Du Soleil? Alors les photons viennent du Soleil, il y a d'autres sociétés américaines et d'autres centres de recherche qui imaginent d'autres solutions avec des lasers par exemple. Là on n'est plus sur des lasers tirés de Terre. Depuis la Terre ou même depuis l'orbite, puisqu'aujourd'hui on a quand même une technologie qui est la télécommunication via laser avec certaines sociétés. Donc c'est quelque chose qui est imaginable mais pas du tout à horizon 5-10 ans, plutôt à horizon 20-30 ans. Et aujourd'hui on se sert vraiment de la lumière ambiante dans le système solaire. Ce sont les photons qui sont émis par le Soleil, par notre étoile, et donc on va venir en fait pousser ces espèces de grandes surfaces. On est un petit peu comme un voilier sur l'eau, sauf qu'à la place d'avoir du vent, nous avons ces photons. Et alors c'est une technologie qui est en somme connue depuis pas mal de temps, puisque Kepler déjà observait certaines comètes et se rendait compte que la queue des comètes était impactée par la lumière, et il écrivait déjà il y a quelques siècles que nous pourrions peut-être un jour voyager avec des voiliers spatiaux. Tsiolkovsky, qui est un peu le père de l'astronautique soviétique et russe puis soviétique, avait imaginé que nous pouvions aussi peut-être fabriquer ces espèces de grandes voiles solaires, mais à l'époque la technologie n'était pas prête. Aujourd'hui, ce qui permet d'avoir vraiment une voile solaire intéressante, fiable et concrète pour des missions privées, des missions publiques, c'est la miniaturisation
miniaturisation des satellites et la miniaturisation des composants satellitaires. En fait, le New Space, c'est principalement deux tendances. C'est la réduction des coûts de lancement avec des sociétés comme SpaceX ou d'autres, et aussi la miniaturisation, c'est ce que l'on oublie souvent, de tous les composants satellitaires. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut avoir un satellite qui fait encore une fois la taille d'une boîte à chaussures, ce que nous avons envoyé en janvier avec SpaceX, et qui permet de faire des missions toujours plus audacieuses, toujours plus ambitieuses. Donc la voile solaire, c'est cette espèce de grande voile qui est faite d'un matériau assez fin, 2,5 microns, soit 50 fois la finesse d'un cheveu. Donc, je vous laisse imaginer, pour plier, nous étions au CNES à Toulouse, nous étions tous les opérateurs sur des tables en train de plier, vraiment comme les petites mains dans toutes les grandes maisons de couture en France. Et nous étions en train d'embarquer cette espèce de grande voile dans ce petit satellite. Et une fois que cette super grande surface de 2,5 microns se déploie, elle va vraiment venir agir comme un miroir, réfléchir les photons et pousser le satellite. Le déploiement, ça va être un moment crucial. Il est prévu pour quand ? Il est prévu au printemps. On n'a pas encore la date définie. On a eu la chance d'être accompagné par le CNES pour faire un vol à 300 0G. Ce sont les vols, vous savez, qui recréent les conditions d'apesanteur, et ce qui va nous permettre de pouvoir tester un petit peu nos algorithmes et nos softwares de déploiement pour qu'on puisse vraiment déployer en toute sécurité, en toute confiance. On espère pouvoir déployer à partir du mois d'avril. Alors, vous avez parlé de différents clients potentiels. Vous avez cité des missions scientifiques, mais des acteurs privés aussi. L'idée, c'est quoi ? C'est d'aller chercher une entreprise privée qui voudrait faire quoi dans le Deep Space ? Aujourd'hui, le New Space, c'est principalement l'orbite terrestre, l'orbite basse, c'est principalement ce que j'appelle la banlieue terrestre. À mesure que l'histoire va avancer, on va aller toujours plus loin. On va d'abord aller vers la Lune, puis on va aller vers Mars. On a fait le pari chez Gamma qu'il y allait avoir d'ici quelques années une réelle industrie aérospatiale qui se déploierait jusque Mars, même peut-être jusque plus loin. Et on veut être là pour pouvoir proposer des solutions qui soient ultra compétitives en termes de prix. Lorsque l'on parle de voile solaire, on parle de missions vers Mars ou vers Vénus qui vont coûter de 20 à 30 fois moins cher que des missions traditionnelles. On parle de quelques millions de dollars, quelques dizaines de millions de dollars versus des centaines de millions de dollars, voire parfois des milliards de dollars. Le coût de l'ergol. Exactement. Et puis parce qu'on arrive à miniaturiser toute notre technologie. En termes de clients, on a des agences spatiales comme le CNES, comme l'ESA, comme d'autres agences spatiales dites de pays émergents sur le plan spatial. On pense bien évidemment à certains pays arabes, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et d'autres. On pense à d'autres nations spatiales qui aujourd'hui ont envie d'avoir une présence au Deep Space. On pense notamment à l'Inde, on pense à l'Asie du Sud-Est. Et si aujourd'hui on regarde en termes d'entreprises privées, c'est vrai que c'est encore un petit peu jeune et que le marché n'est pas encore très clair ni très défini, mais on pourrait imaginer d'ici quelques années, si on arrive à créer par exemple des missions plus récurrentes vers la Lune, qu'on ait besoin de faire des allers-retours entre la Lune, qu'on ait besoin d'avoir des postes pour par exemple garantir Internet sur les faces cachées de la Lune pour que certains rovers puissent être autonomes et puissent agir alors que certaines personnes ne sont pas présentes. Mais alors concrètement, vous proposez d'embarquer quoi ? Quelle charge utile ? Pour l'instant, des instruments scientifiques, c'est-à-dire des caméras, des spectromètres, des instruments dont la fonction va vraiment être de comprendre l'environnement dans lequel on évolue. Et donc, par exemple, d'envoyer le cas typique d'une mission pour Gamma, c'est par exemple avoir un satellite qui va faire une vingtaine de kilogrammes, voire un petit peu plus, la taille d'un micro-ondes, qui va embarquer quelques caméras, peut-être quelques dosimètres, et qui va partir, par exemple, faire un survol de la planète Vénus pour essayer de comprendre un petit peu mieux son atmosphère, ou pour, par exemple, faire ce qu'on appelle du de-risking. Aujourd'hui, lorsque l'on construit une mission spatiale sur du long terme, 5 ans, 10 ans, ce sont vraiment des missions importantes qui sont en général financées par l'ESA ou la NASA. On va faire du de-risking d'instruments, c'est-à-dire qu'en fait, on va envoyer des versions bêta, si je puis dire, des instruments que l'on va faire voler sur les missions principales. Gamma pourrait être une solution pour, par exemple, partir en deep space, tester des nouvelles caméras, tester des nouveaux matériaux, aller comprendre un petit peu mieux comment sont construites les planètes et comment est-ce qu'elles fonctionnent avant de faire des missions plus ambitieuses. Dernière question, quand Rocket Lab autofinance une mission pour aller explorer Vénus, est-ce que ça vous donne des idées ? Est-ce que Gamma envisage de financer ses propres missions scientifiques pour montrer qu'il est possible à bas coût de financer une mission scientifique via le secteur privé ? La mission dont vous parlez, c'est le module Photon qui va partir vers Vénus, que l'on regarde bien sûr très attentivement. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, les gens sont vraiment sur l'orbite basse et que dans quelques années, on sera sur le Deep Space. Je pense que quand Rocket Lab fait ce type de mission, c'est vraiment, comment dirais-je, c'est un signal très fort pour le reste de l'industrie aérospatiale et c'est quelque chose que nous imaginons. On ferait peut-être quelque chose d'un peu différent. Sur ce premier lancement, on a eu la chance d'être accompagné financièrement par le groupe CMA-CGM. Donc nous pourrions très bien imaginer une première mission Deep Space type démonstration à horizon 2025-2026 vers Mars ou vers Vénus, qui soit soutenue soit par un groupe comme CMA-CGM, soit par une grande association qui souhaiterait financer ce type de mission et démontrer qu'il est possible de faire de la science à bas coût. Merci beaucoup Louis de Gouillon-Matignon, fondateur et dirigeant de la société Gamma qui développe une voile solaire à destination du Deep Space. Merci d'être venu sur le plateau de Smart Space. On poursuit quant à nous avec notre Space Talk sur Bismart.
L'essor des startups a fait grand bruit et pourtant la structuration et le soutien à cet écosystème est un chantier de grande ampleur que s'efforcent de mener nos invités en plateau aujourd'hui. Nous avons Bertrand Marquet, cofondateur du Paris-Saclay Accélérateur. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Smart Space. Avec plaisir. Pierre-José Billotte qui est déjà venu en plateau de Smart Space, fondateur des Assises du New Space. Bienvenue. Bonjour Cécilia. Alors, on a passé le cap du constat, celui où on décompte le nombre de start-up émergentes et désireuses de bénéficier de la réduction des coûts de l'accès à l'espace. Aujourd'hui, elles sont là et elles vont même dans l'espace. Pour exemple, en janvier, SpaceX a envoyé des charges utiles d'une centaine de start-up dans l'espace en un seul vol. 3 d'entre elles, au minimum, étaient françaises. Alors, aujourd'hui, on n'est plus tout à fait à l'heure du constat. On en est où, du coup ? Alors, on en est où en France ? Alors, la situation, elle a bien progressé depuis maintenant, on va dire, un an et demi, et en particulier grâce aux assises du New Space, qui ont essayé de, on va dire, de bousculer un petit peu tout ça et de mettre la lumière sur cette nouvelle économie spatiale. Qui était un rendez-vous que vous avez organisé au mois de juin, et Bismarck d'ailleurs était partenaire de cet grande événement. conférence à Station F, un rapport qui a été publié, Ambition New Space 2027. On va y revenir. Donc aujourd'hui, la situation, elle progresse bien. Si je devais mettre un baromètre de l'état des space tech en France, aujourd'hui, je dirais c'est 7 sur 10. C'est une bonne note. C'est plutôt une bonne note. Voilà. Pourquoi ? Je ne sais pas si on veut rentrer dans le détail, mais on va dire, clairement, il y a des facteurs importants qui se sont coalisés en 2022. Un facteur important, c'est la priorité du CNES en matière du New Space, qui a mis en place une nouvelle organisation dédiée au New Space, ce qui n'existait pas auparavant. Bien sûr. 1er janvier 2022. Les assises du New Space, qui était le grand projet qui a animé pendant 6 mois l'écosystème spatial, avec une grande consultation, une grande conférence, etc., un rapport. Et puis France 2030, qui a commencé à lancer des appels à propositions, à projets, qui sont déroulés, qui commencent à, on va dire, exploiter les budgets qui ont été affectés au spatial. Et la multiplication des space tech en France en grande quantité. Voilà. Donc je dirais, la tendance, elle est bonne, mais l'avenir est incertain, voilà, parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui peuvent rentrer en ligne de compte et on va dire sur lesquels il faudra être vigilant. C'est notre travail de l'être. 7 sur 10 7 sur 10 aussi. On l'a vu, nous, on accompagne des startups, pas que dans le New Space. Dans tout ce qui est technologie, on les aide à progresser, à se pré-industrialiser, à s'industrialiser. On l'a vu aussi récemment, on a travaillé de plus en plus avec des nouvelles startups. Et on est proche d'une vraie maturité technologique aujourd'hui. C'est pour ça que cette note 7 sur 10, elle me paraît bien, et encore avec une marge de progression. On le voit, vous receviez tout à l'heure Gamma. On les a aidés pour construire leur voile solaire. On a de plus en plus de clients New Space, nous, qui ont besoin de cet accompagnement. C'est des startups qui sont matures déjà, qui ont une bonne idée de ce qu'ils veulent faire. Nous, on les aide à concrétiser ce parcours technologique qui est important pour le New Space, des entreprises fortement technologiques. Beaucoup de startups sont passées à l'étape supérieure avec des premiers tests moteurs, avec des premiers lancements en orbite. Est-ce qu'on peut dire qu'elles avancent vite compte tenu de la difficulté de s'insérer dans un secteur jusqu'alors dominé par des acteurs assez impressionnants qui avaient tendance à cannibaliser aussi les appels à projets, les appels d'offres? Moi, je dirais qu'elles avancent comme il faut. J'ai du mal à dire si c'est vite, pas vite, mais la progression que l'on voit au jour le jour avec ces space tech que l'on accompagne, c'est vraiment cette maturité qui grandit et qui continue à progresser au jour le jour. Après, est-ce que c'est assez vite, pas assez vite ? On va toujours aller plus vite. On peut toujours aller plus vite, évidemment. Mais, je veux dire, on est dans le spatial, c'est des temps longs et qui demandent des assurances technologiques fortes avant d'aller plus loin. Vous avez entamé un travail, Pierre-José, depuis la publication du rapport des assises du New Space il y a quelques mois. Donc on peut dire que là, le chantier est en cours sur la base de cette première consultation. Il y avait des propositions fortes. Par exemple, on se rappelle de cette proposition de la création d'un conseil national du spatial.
Comment a été reçu ce rapport du côté des ministères, par exemple, affiliés au spatial? Il y a l'éducation, la science, l'économie. Il y a la DGE, la Direction Générale des Entreprises, et puis il y a aussi tous les acteurs, les grands acteurs du secteur spatial, industriel. Comment a été reçu ce Alors, il faut rappeler que ce rapport, d'abord, il est gratuit. Il est disponible, vous allez sur le compte des assises du New Space, sur LinkedIn, et vous pouvez le télécharger. Il est accessible à tout le monde. Je rappelle qu'il contient 3 grandes composantes. Une définition du New Space, parce que ça n'avait jamais été fait. C'est incroyable, mais ça n'avait jamais été fait. Deuxièmement, une cartographie des acteurs du New Space, ça n'avait jamais été fait. Et troisièmement, évidemment, les 24 propositions auxquelles vous faites référence. Et sur ces 24 propositions, qui est une vision globale d'une politique industrielle factorielle pour le développement du New Space pour les 5 prochaines années. Donc il y a 2 propositions hors catégorie, dont le Conseil national de l'espace auquel vous faites référence, et puis 22 propositions qui, elles, sont plus spécifiques du New Space. Donc, ce rapport a été publié début, je crois que c'était 1er novembre, donc on est rentré maintenant dans une phase d'échange. C'est un document qu'on pose sur la table pour provoquer des discussions et des échanges avec les acteurs concernés. Voilà, il faut le comprendre comme ça. On pose sur la table un document, qu'est-ce que vous en pensez, et on discute. Et donc depuis, on va dire, novembre, décembre et janvier, et sans doute jusqu'au fin février, on rencontre tout un ensemble d'acteurs. Voilà. Donc on rencontre à la fois des décideurs. Moi, à titre personnel, j'ai rencontré, par exemple, Hervé Derré, donc le président de TAS. Pas plus tard qu'avant-hier, j'étais avec Stéphane Israël, etc. Donc on discute du rapport avec des grands décideurs. Voilà. Et on discute aussi du rapport avec, évidemment, la DGE. Donc on a déjà eu un premier rendez-vous avec la DGE pour discuter. Et on a un deuxième rendez-vous qui est planifié pour discuter d'un sujet particulier qui est le financement. On va aussi discuter du Conseil national de l'espace, qui est notre proposition, aussi avec la DGE. Moi, j'ai un entretien cet après-midi avec la DGE sur le sujet. Donc, on va rencontrer ensuite des personnalités politiques. Donc, à l'Assemblée nationale, en février, on rencontre la présidente du groupe spatial, d'études spatiales à l'Assemblée nationale, le rapporteur espace de l'Office d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, avec le rapport. Et on discute avec ça autour de le rapport. On pose sur la table, on discute. On rencontre Bruno Bonnel, grand sujet sur France 2030. Il y a des choses à dire aussi sur peut-être ce sur quoi il faut être vigilant dans les prochains mois. On rencontre Hervé Berville aussi, qui est le secrétaire d'État à la mer. Peut-être un peu moins connu, mais c'est très très important, parce que la mer et l'espace sont 2 espaces qui sont extrêmement proches, avec beaucoup de choses en commun. Oui, sur la question de la réglementation, par exemple, qui est un très vaste sujet. Sur plein de choses, sur les usages, sur les stratégies d'acteurs. On peut imaginer qu'on a parlé de CMA-CGM, je crois, dans l'entretien précédent, mais CMA-CGM a pris une position dans Eutelsat de 5% en capital. On peut penser à créer un centre de recherche sur le spatial dans la région de Marseille, en PACA. On peut imaginer qu'ils peuvent peut-être devenir un opérateur satellitaire demain. Bien sûr. Et c'est un nouvel entrant qui va apporter une vision nouvelle, etc. Donc, je dirais, on a tout un ensemble de rendez-vous comme ça qui sont programmés et avec lesquels on discute et on débat. Et en parallèle de ça, nous, on commence à pousser certaines propositions parce qu'on veut pas... Le rapport, il donne des pistes. Il fait état d'enjeux, 6 grands enjeux. Et ensuite, il donne des pistes de solutions. Et ensuite, ces pistes-là, on en discute. Et ensuite, on commence à les pousser pour voir celles qui peuvent aboutir et sur lesquelles on va travailler pour les détailler. Voilà un peu la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Et on fera un point à l'occasion des assises 2023 au mois de juillet. Bien sûr, qu'on suivra évidemment avec attention. Bertrand, à l'incubateur Paris-Saclay, est-ce que vous voyez une différence aujourd'hui avec ces nouvelles générations de start-up qui arrivent? Est-ce qu'on peut dire que ces premières vagues qui ont participé aux assises du New Space, qui ont participé à interpeller avec différents consortiums, avec des lettres publiques, les gouvernements, l'Union européenne, est-ce qu'on peut dire qu'elles ont damé le terrain? Et vous voyez une autre maturité aujourd'hui? Alors, nous, on reste une structure jeune, un peu comme le New Space en France. On a commencé il y a à peine 3 ans avec une première Space Tech qui était dans nos murs, qui a fait un premier test de moteur. Et là, on a vu l'accélération dont je parlais tout à l'heure technologique est flagrante, en fait. Les dossiers, les demandes d'assistance, de support technologique qu'on a sont beaucoup plus matures, sont beaucoup plus... ambitieuse à la fois mature et ambitieuse. On travaille avec Sirius, Latitude, etc. L'aspect micro-lanceur est vraiment quelque chose qui a maturé pendant ces 2 dernières années.
Et je pense qu'on est proche d'un premier lancement d'un micro-lanceur français, peut-être cette année ou en début d'année prochaine. Alors ça, on espère voir ça avec attention. Il y a un gros sujet, c'est peut-être la priorité, vous allez me le dire tous les deux. Vous pouvez commencer, Bertrand, est-ce que c'est le financement ? Clairement, c'est des entreprises hautement technologiques qui ont besoin. On ne construit pas un moteur comme on construit une application ou une plateforme. Donc oui, fortement. Et on le voit, certaines startups qu'on accompagne ont, pour certaines, effectivement, cette problématique du financement. Mais le fait de les accompagner technologiquement est aussi une aide à avoir du financement. Quand vous pouvez produire une première preuve de concept, même si elle n'est pas complètement aboutie, va aider au financement derrière de cette start-up. Très important, le soutien des acteurs aussi institutionnels pour aller chercher du financement. Pourtant, ça fait quand même, depuis le lancement de cette émission, et puis avant sur Bismart, ça fait très longtemps qu'on parle du financement et du besoin de financer les startups. Est-ce qu'on a avancé ? Est-ce que c'est toujours au cœur du chantier ? Alors, le financement, c'est le sujet critique des 2 prochaines années. C'est-à-dire que, comme vous le savez, le financement, ça fonctionne par étapes. Donc, et aujourd'hui, les space tech françaises, elles sont dans une phase relativement... excusez-moi de l'anglicisme, on dit early stage, c'est-à-dire qu'elles sont dans des phases assez précoces dans leur phase de développement. Mais de ce fait, elles sont décalées de plusieurs années par rapport aux space tech américaines, dont la phase de early stage a eu lieu il y a déjà 3, 4, 5 ans. 6 oui, ans, mais 10 ans. on voit, comme Bertrand le dit, que ça avance vite, qu'on a de plus en plus de proof of concept, d'essais moteurs pour Sirius. Enfin, il se passe des choses. On voit dans l'espace pour Gamma. Il y a un financement sur la partie early stage, voire un peu ce qu'on appelle la série A, donc des space tech qui lèvent 1 million, 2 millions, peut-être même jusqu'à 10 millions. Ça, c'est la partie early stage. Mais l'enjeu, il est sur le développement, c'est la croissance derrière. Et c'est-à-dire que les entreprises vont avoir besoin de ce qu'on appelle de série B et de série C, de financement de série B, série C dans les 2 ans qui viennent. C'est là que tout va se jouer. Voilà. Et c'est-à-dire lever des dizaines de millions d'euros. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, à la fois parce qu'on a un tissu de financement, de fonds d'investissement qui est trop faible en France, on a 2 fonds. Aujourd'hui en France, c'est trop peu, avec des quantités qui sont faibles. Et en même temps, on va avoir des besoins très forts et un marché qui est en train de se retourner en termes de l'investissement. En 2022, le capital investissement mondial dans le spatial, il a baissé de 60%. C'est-à-dire qu'il s'est écroulé en 2022. Voilà. Et dans ce capital investissement global, évidemment, la partie investissement dans les space tech, on va dire, on sort d'une période où l'argent était facile pour financer le spatial dans les 3 dernières années, ce qui a donné le phénomène des SPAC aux États-Unis, etc. Donc on levait énormément d'argent. Mais si je peux me permettre de dire, la fête, elle est finie, de l'argent facile, et c'était lié au problème des taux d'intérêt des banques centrales, qui étaient des taux d'intérêt négatifs, c'est-à-dire qu'on rémunérait l'emprunteur. On était dans le marché sur la tête. Aujourd'hui, les banques centrales ont remonté leurs taux. Donc de fait, les fonds d'investissement maintenant les investisseurs mondiaux vont orienter leur argent plutôt vers d'autres produits que de l'investissement dans les entreprises, ce qui explique en partie l'écroulement du capital d'investissement dans le spatial en 2022. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Et c'est maintenant qu'on a besoin de beaucoup d'argent. Donc vous comprenez je dirais la situation critique. Et donc ça veut dire que le baromètre dont je parlais tout à l'heure, on a 7 sur 10 aujourd'hui, mais on pourrait très bien être 0 sur 10 ou 1 sur 10 dans 2 ans. Donc c'est aussi clé que ça, parce que les entreprises, elles ont levé pour démarrer, mais le démarrage, c'est bien. Mais ce qu'on attend des space tech français, c'est qu'elles deviennent des licornes, donc qu'elles puissent se développer au niveau international, faire de la croissance et devenir des licornes françaises dans le spatial. C'est ça le vrai enjeu pour tout le monde. Et pour faire ça, il va falloir qu'elles puissent avoir des séries B, séries C de 10, 50, 100 millions, 150 millions d'euros dans les 2 prochaines années. Aujourd'hui, on ne sait pas le faire. Voilà. Cassini, en Europe, apporte une réponse, mais c'est un fonds de fonds, Cassini. Il a 2 problèmes. Un, c'est un fonds de fonds, mais s'il n'y a pas de fonds privés, parce que les acteurs privés ne veulent pas aujourd'hui créer des fonds dans le spatial pour financer ce besoin formidable, eh bien, Cassini aura de l'argent en caisse, mais il ne l'affectera pas. Il y a un deuxième problème, c'est qu'1 milliard sur toute l'Union européenne, c'est beaucoup trop peu. C'est beaucoup trop peu, ça devrait être 5-10 milliards. Est-ce que pour trouver des solutions, parce que l'idée c'est de comprendre quels vont être les outils utilisés dans le chantier que vous portez tous les deux, la solution ce sera la commande publique aussi, Bertrand ? Oui, c'est une des solutions, c'est pas la seule aujourd'hui. En manque de budget sur ce sujet-là ? Il y a 2 sujets. Il y a la commande publique, vous avez raison, c'est un grand sujet, et ensuite le capital investissement. Bon. Sur le capital investissement, sur la commande publique, c'est France 2030 qui peut travailler là-dessus. Mais qui a déjà commencé, qui a annoncé plusieurs lauréats et une série de commandes publiques. Il faut aller plus vite, parce que dans France 2030, on a prévu 100 millions par an pour les acteurs émergents. Il faut que ce montant-là, on l'utilise. Mais enfin, il s'est passé 1 an entre l'annonce de France
France 2030 Voilà. et le premier appel Donc, d'offres, il faut qui est quand veiller- même un délai Voilà, donc raisonnable. il faut veiller à ce que France 2030 mobilise bien, et c'est pour ça qu'on rencontre Bruno Bonnel aussi au mois de février sur le sujet. Donc, d'abord, il faut mobiliser les fonds, il faut déjà mobiliser fortement les fonds qui existent. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, sur la commande publique, c'est lié à des budgets. C'est pas facile aujourd'hui d'avoir des volumes de commandes publiques qui puissent faire que les space tech françaises puissent être concurrentes des space tech américaines qui reçoivent des commandes publiques gigantesques. Moi, je me rappelle d'une levée de fonds d'une société qui s'appelle Blue Task dans le Colorado. L'armée lui passait commande, il y avait 3 ans d'existence, et l'armée lui passe sur une commande de 280 millions de dollars. C'est-à-dire 3 fois presque France 2030 pour les acteurs émergents sur une seule commande. Donc là, c'est un sujet sur le capital investissement. Si on laisse faire le marché, on n'y arrivera pas. Si on dit on va attendre que les fonds privés se créent sur le spatial, on va attendre longtemps. Et pendant ce temps-là, les entreprises françaises, elles ne se financeront pas. Et tous ces beaux projets-là, finalement, qu'est-ce qu'ils feront ? Ils déposeront le bilan, ils se feront racheter par des space tech américaines, ils se feront racheter par des GAFAM ou par des grands acteurs industriels. Et on aura perdu cette belle génération d'entrepreneurs français. Donc je dirais, là, il y a un enjeu. On a fait une proposition. Nous, on dit il faut qu'il y ait une action volontariste de l'État de capital investissement qui vient dynamiser le marché privé de l'investissement. Voilà la proposition qui a été faite dans le rapport. Bertrand, ces startups, elles participent au chantier. Est-ce que quand vous les rencontrez, voilà, on a du early stage aussi, mais on a des startups qui arrivent à Paris-Saclay, désireuses de participer à ce chantier-là, de construire un écosystème français, mais aussi peut-être européen. Ça peut être le dernier sujet qu'on aborde, ce chantier au niveau européen. Tout à fait. Ils sont vraiment, et le spatial, encore plus d'autres que d'autres domaines, a besoin de cet écosystème. Oui. Quand une start-up va construire un moteur, c'est pour un autre lanceur ou un véhicule de transfert orbital, etc. Il y a besoin aussi, effectivement, d'avoir des initiatives européennes, et on peut saluer ce qu'est en train de mettre en place l'Agence spatiale européenne, l'ESA, sous la gouvernance aussi avec le CNES partagé, au Carré Doménil, ce qu'ils appellent un Space Transportation Hub, donc qui va être annoncé prochainement et mis en place. Tout n'est pas figé, mais l'idée, c'est de créer cette synergie européenne, des communautés qui vont se retrouver dans un lieu précis et fédérer un petit peu cet écosystème européen du transport. Et là, on y retrouvera quoi ? Les acteurs majeurs et les startups ? On y retrouvera les acteurs majeurs, les structures d'accompagnement, etc. Voilà, le hub aujourd'hui, il est en chantier aussi. Ça fait partie du chantier New Space, mais vraiment, c'est de créer cet écosystème et cette communauté on a la chance que ce soit au Carré Doménil à Paris, mais l'idée, c'est de structurer avec d'autres agences européennes. On sera aux premières loges. Un dernier mot, ce chantier européen, il est indispensable pour la France ? Pour moi, ce qui est indispensable, vous l'avez compris, c'est le financement. Et le financement, c'est aux acteurs français de se mobiliser, en particulier les acteurs publics. On a ouvert une discussion avec la DGE sur le thématique du financement. Ils ont entendu l'appel qui est fait dans le rapport sur le sujet. Donc, on a des rendez-vous qui sont programmés pour discuter de ça. Donc, pour moi, c'est l'élément clé. Et on ne va pas remettre sur l'Europe pour se déresponsabiliser, si vous voulez. C'est aussi parfois un peu le réflexe en disant l'Europe va régler les problèmes. Non, c'est aux acteurs français de régler le problème. Et nous, on le met sur la table. Après, on en discute, etc. Donc ça, c'est vraiment le sujet clé. L'Europe, elle peut appuyer ça, évidemment. Et l'ESA le fait. Il y a plein d'initiatives. On en a parlé de Cassini. Mais bon, on a vu les limites d'un sujet comme Cassini. Donc, je dirais l'Europe, elle appuie, etc. Mais c'est pas l'Europe qui va régler le problème de la France. C'est à la France, des acteurs, de se prendre en main, en collaboration avec les acteurs européens, évidemment, ce qu'on fait dans le cadre des assises. L'ESA est partenaire des assises, évidemment. Donc c'est vraiment l'enjeu pour moi, il est là. C'est le plus important. Autrement, on va perdre une génération d'acteurs et on pleurera sur une génération perdue. Et ça, personne n'en a envie. Et il faut qu'il y ait des lanceurs d'alerte, si je peux dire. Et les assises, c'est un lanceur d'alerte sur ce sujet du financement. Voilà. Et on le remettra autant de fois qu'il le faudra pour qu'on le fasse avancer. Merci beaucoup. New Space, chantier en cours, vous l'avez compris. Merci Pierre-José Billotte, fondateur des Assises du New Space, et Bertrand Marquet, cofondateur du Paris-Saclay Accélérateur. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette émission. On se retrouve dès la semaine prochaine sur Bismart.